Ouais, ça va bien, bien, bien. Très content d'être à Clermont pour quelques jours maintenant. C'était au final, voilà, on peut reparler de la course, c'est très difficile bien sûr sur le Puy-de-Dôme, mais très belle fête populaire. Et là, on prolonge un petit peu en restant 3 jours de plus ici, donc le moral est très très bon. Tu as été surpris par la ferveur populaire justement dans la montée de la baraque Surpris non, parce que je m'y attendais. Voilà, c'était pour tous les locaux un grand événement, on en parle depuis que ça a été officialisé, depuis l'automne dernier. Mais forcément, oui, ça a été... voilà, j'ai eu des retours d'autres coureurs aussi qui étaient vraiment surpris de l'affluence. Voilà, l'Auvergne a honoré le Tour de France, je crois. Comment tu as vécu le décalage justement entre la foule et ensuite ces 4 derniers kilomètres totalement déserts? Ouais, c'est vrai que ça a été un vrai contraste. En plus, je me suis retrouvé vraiment à ce moment-là vraiment dans le dur sur le Puy-de-Dôme tout seul, lâché cela face à moi-même. Et ouais, c'était chercher des repères visuels et il y avait voilà, seuls quelques gendarmes tous les 20 ou 30 mètres qui étaient là, donc c'était vraiment spécial. Et aussi à l'arrivée, bon, le site du coup ça n'a pas du tout dénaturé le site dans quelque sens, mais ça faisait même pas vraiment arriver du Tour de France en haut. C'était vraiment unique, très particulier. Est-ce que justement le vélo sans public et le Tour de France sans public, ça a du sens? Est-ce qu'on doit refaire ça? Est-ce que tu trouves que c'était bien? Je pense que exceptionnellement sur des sites voilà, qu'on souhaite sauvegarder, préserver, j'ai pas toutes les clés des enjeux qui sont dans ce débat-là pour se dire en termes publics d'y aller ou pas. Mais c'est vrai que je pense que les coureurs préfèrent aussi qu'il y a du public. Voilà, sur le Puy-de-Dôme, c'est pas évident de sécuriser, même s'il y a cette voie de... Pourquoi pas cette voie de train où on pourrait peut-être aménager des accès de public, mais c'est vrai que la route est déjà très étroite. Mais voilà, on est content, je pense que c'est l'essence même de ce sport, notamment avec le mois de juillet, d'avoir cette ferveur populaire jusqu'au sommet. À choisir si c'est le prix à payer, toi en plus le Puy-de-Dôme ça te parle forcément. Bien sûr, non mais je crois que on peut que se féliciter de ce retour-là et d'avoir voilà, une super étape. Et je crois que aussi vu la bataille qu'il y a eu à la fois pour les rebondissements pour l'échappée et les joutes pour le maillot jaune, je crois que sportivement c'est un intérêt qui est absolument qui est énorme, quoi, qui a montré toute sa présence, et je pense que l'expérience devra être renouvelée. Rémi Cavagna hier disait que connaître les pentes du Puy-de-Dôme c'était une chose à l'entraînement, mais quand ça arrivait après 170 km de course c'était une autre paire de manches. Ah oui, bah, je suis monté bien moins vite que les escaladés, le Puy-de-Dôme. C'est vrai que c'est une journée particulière où il y a eu un gros départ pour une trentaine de minutes sur les routes âpres du Limousin, et après on a roulé vraiment assez tranquillement dans le peloton. Il y a eu juste une grosse vague de position pour arriver dans Clermont, donc c'était un effort maximum d'un coup, et ouais, avec la chaleur était quand même écrasante aux pieds, et honnêtement les Sami, pour moi c'était un vrai choc, et j'étais pas mon physique hier sur l'ascension. Globalement, quel bilan tu fais de la première semaine? En termes de résultats, c'est pas super, mais je me sens bien, honnêtement je me sens bien. Il faut que j'arrive juste à évoluer constamment à mon niveau, parce que voilà, il y a eu la première étape au Pays Basque où j'étais pas à mon niveau non plus, hier pas du tout, et c'est vrai que c'est pas... Même si je suis confiant pour la suite, parce que je sens que je récupère bien et que voilà, il y a beaucoup de belles étapes qui peuvent me convenir, il faut que je rentre plus dans la course en tant qu'acteur. Qu'est-ce que tu attends de la suite du Tour, Romain? De créer cette opportunité-là justement pour aller devant. Maintenant je suis plus une menace pour le général, donc je pense que j'ai une position qui est pas mal, avec encore voilà, 12 jours à courir.
Notamment sur une fin de deuxième semaine qui sont difficiles. Donc il y aura des opportunités forcément pour se projeter à l'avant et justement ouais, j'espère demain ça peut être une belle journée. Voilà, je connais bien les routes. C'est quand même assez large au départ, donc même si c'est difficile, voilà, l'échappée va pas être super évidente à prendre. Mais ouais, typiquement, pour la victoire d'étape, c'est pas celle qui me convient le mieux, mais si je suis dans la perspective de reprendre du temps en général, ça peut être une étape où c'est intéressant d'être devant. Le général, c'est toujours quelque chose auquel tu es très attaché. Tu as toujours été attaché, tu restes attaché sur ce Tour de France. Oui, dans une certaine mesure. Comme je l'avais dit au départ, après le fait est que dans la hiérarchie, pour l'instant, il y a, sans parler des deux premiers, il y a même un groupe de 3-4 coureurs qui ont un niveau supérieur à moi sur ces premières semaines. Donc voilà, il faut user de coups tactiques et de mon meilleur niveau à certains moments pour essayer de revenir dans le match. Ton ressenti, c'est que tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu peux faire, ou plus que le niveau a augmenté aussi au niveau des adversaires? Oui, bien sûr, mais voilà, si je déteste réécrire l'histoire, mais je suis pas comme hier et d'autres étapes jusqu'ici dans Marie-Blanc, je suis pas au maximum de. Il y a des journées, on en a perdu les belles filles, je suis un des meilleurs 20 minutes, je sais plus, je suis à ma place. Voilà, je vous dis, je suis honnête, là jusqu'ici, par rapport au référentiel, mon référentiel physique, je suis en dessous de ce que je peux faire. Donc c'est surtout ça la clé, c'est d'arriver à mettre tout bout à bout parce que je pense que la forme est bonne et parce que voilà, j'ai du mal avec les montées sèches, un peu la chaleur, et il faut que j'arrive à être meilleur dans ces conditions-là. C'est quoi le programme pour la journée, Romain? Là, tu vas avoir un petit peu du temps en famille quand même? Oui, on va aller rouler là, on va passer à la maison. Et puis cet après-midi, je vais avoir du temps en famille, donc ça va être très très sympa. Quel regard tu portes sur le duel des deux extraterrestres? Ouais, c'est honnêtement c'est dur parce que même on voit le travail que fait même le meilleur équipier à Pogačar et intrinsèquement été bien plus fort que moi cette première semaine, donc c'est dur parce que tu es même presque plus là quand ils attaquent, quoi, parce que Kuss il fait 4-5 minutes complètement à fond et il n'y a que deux ou trois favoris qui peuvent suivre à ce moment-là, donc il place le curseur tellement haut que ça rend la course très, très difficile pour la poignée de coureurs qu'on est derrière. Lequel va gagner? Honnêtement, j'ai du mal à me prononcer. Je pense que peut-être Jumbo, la plus forte équipe, l'UAE a attaqué très très fort le Tour de France, mais je pense qu'ils ont besoin de souffler un peu collectivement. Et Jumbo, ils ont la maîtrise des coups tactiques, la meilleure équipe autour. Après, je pense un peu à l'image des deux dernières journées difficiles qu'on a vues. Je pense que Pogačar peut-être face à face a un avantage. Mais la maîtrise tactique des Jumbo font que je pense qu'ils vont nous refaire un peu comme le Grano à un certain moment donné, peut-être pour le dernier tour. Donc j'aurais du mal à me prononcer. Et est-ce qu'il y en a un qui a ta préférence en dehors de toutes les considérations par rapport à toi, mais pas forcément sur qui va gagner, mais est-ce qu'il y en a un des deux que tu préfères dans sa façon de courir ou dans sa façon d'être ou dans le peloton? Non, je les respecte vraiment tous les deux parce qu'ils font des champions exceptionnels qui sont les plus forts que j'ai connus depuis que je cours sur le circuit. Voilà, moi je me retrouve plus dans la personnalité de Vingegaard parce que c'est quelqu'un de discret, je pense, modeste aussi, et voilà, mais Pogačar fait énormément de bien au vélo. C'est quelqu'un qui joue constamment, qui s'amuse, qui va à fond et qui fait les comptes après. Donc c'est deux personnalités totalement différentes, un peu antagonistes, mais qui tiennent, ça tient tout le monde en haleine parce qu'on a hâte de voir le prochain épisode. Est-ce que tu pensais que l'écart serait aussi conséquent après 9 jours de course entre le duo et les restes des poursuivants?
Non, honnêtement non. Non, c'est assez dans des proportions extrêmes. Quand je vois même je perds plus de quasiment 2 minutes 30 sur 4 km/h, mais même le troisième il est déjà à 50 secondes, je crois 2 sur 4 bornes. Donc non, c'est énorme et je pense que ça va continuer de s'amplifier comme ça, parce que c'est pour ça que les coureurs qui sont vraiment dans un troisième rideau comme moi, on se doit d'être opportuniste, parce qu'il y a tellement de temps et des différences de niveau constatées que voilà, c'est encore ouvert pour les gros écarts. Est-ce que c'est difficile de se réinventer quand on a été un coureur de général comme toi, que tu as été sur le podium et que là tu vois que c'est inaccessible, qu'il faut trouver d'autres moyens, est-ce que ça se fait facilement? Ouais, mais il faut se rendre à l'évidence. C'est pas comme si on a fait une course comme on l'a vu hier ou dans Marignan, personne ne peut jouer avec eux. MG qui a fait une super course, il est obligé de prendre un peu d'avance parce que quand ça découpille, ça va juste trop vite. Derrière eux, ce qui peut te donner des raisons d'espérer, c'est plutôt ton expérience des courses de 3 semaines, c'est le profil des étapes qui viennent. Oui, les deux. J'espère être bien les 2 prochaines semaines. Pour moi, tous les feux vont être ouverts. Juste après trouver cette ouverture, et c'est plus difficile parce que voilà, pour se retrouver aussi dans le bon groupe, quand c'est des départs qui sont pas en col ou quoi que ce soit, c'est pas évident. Les équipiers sont très forts. Les Jumbo sont très forts, UAE ils doivent aligner les poules aussi, Ineos, donc il faudra être malin et essayer de se faire oublier. Tu disais pourquoi pas tenter sa chance dès demain, tu as confiance que ça va déclencher des attentes un peu sur le bord des routes Non, oui, mais c'est des routes que je connais bien, où je ressens vraiment ce supplément voilà, peut-être ce supplément d'âme, et en tout cas, voilà, je m'en fais pas je ne formalise pas là-dessus, ça peut être demain ou un autre jour, mais je me dois dans la position que je suis de ne négliger aucune étape où les échappés ont une chance de disputer la victoire. Justement, les étapes comme demain, profil baroudeur où on risque d'avoir un gros groupe devant, c'est peut-être une meilleure opportunité que les étapes dans les Alpes où les favoris vont vouloir se faire la guerre et où potentiellement devant on a moins de chances de jouer la victoire ou... Je pense que dans les Alpes, il y aura quand même, bien sûr, il y aura les opportunités parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a 2 courses dans la course, je pense, et ils ont déjà assez à s'occuper d'eux et à se mettre des attaques entre eux, donc s'il y a un bon groupe part et que le meilleur est à 7 minutes déjà au général, ils ont de quoi voir venir aussi. Bien sûr, ils vont peut-être vouloir disputer la victoire à la Loze ou tout au BT, mais il y en aura d'autres qui forcément seront pas échappés. Est-ce que Romain, tu as été surpris hier que finalement il laisse filer Non, pas du tout, parce que je crois que c'est révélateur aussi c'est révélateur de 2 choses, de la difficulté de cette première semaine, c'est-à-dire qu'ils ont jugé que leur équipe était déjà assez fatiguée malgré que ce soit une arrivée de prestige. Ils laissaient l'échappée partir parce que sur ces routes-là, pour contrôler, il a fallu arriver avec moins de 5 minutes au pied pour jouer la victoire d'étape, et ça aurait demandé beaucoup d'efforts de la part des équipes. Donc ils sont déjà dans un plan tactique à se dire qu'on économise un peu nos forces. Et à la fois, voilà, ils peuvent aussi se livrer une bataille, même si c'est pour la victoire d'étape, au général derrière. Donc je crois que c'est révélateur aussi de la difficulté de Tour de France, parce que je pense qu'en fin de première semaine d'un Tour de France classique, sur une arrivée mythique, n'importe quel leader aurait voulu gagner et son équipe à plat pour ça. T'as jamais été aussi fatigué après une première semaine? Non. Non, c'est pas vrai. C'est à cause du parcours ou des adversaires ou des deux? Non, je suis pas vraiment fatigué. Ah d'accord. Non, c'est le problème. C'est le problème. Je suis pas marché, mais je suis pas fatigué. Non, honnêtement, moi j'ai ressenti beaucoup moins de tension sur ce tour, en termes de nervosité dans le peloton, etc. Je pense que j'ai une équipe au-dessus autour de moi, voilà, que pour les étapes plates et tout, on est très bien entouré, je perds beaucoup moins d'énergie. Et puis on n'a pas eu d'étapes pavées au risque de bordure qui prennent énormément d'énergie mentale. Donc non, quand c'est que la difficulté entre guillemets physique, non, mentalement ça a été... Physiquement ça a été une difficile semaine, mais mentalement il n'y a pas eu de... Hormis l'arrivée à Nogaro qui était très stressante, sinon ça a été plutôt ok. Et t'es surpris d'encaisser comme ça, avec l'âge, si je
je peux me permettre. Justement, un rythme qui a quand même été hyper élevé cette première semaine avec des grosses difficultés, les Pyrénées, le Puy-de-Dôme. Oui, c'était le but. Après, en termes de charge de travail, vous savez, on s'entraîne tellement à l'entraînement qu'on n'est pas sur des charges de travail qui sont démentielles par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire en préparation. Donc c'est pour ça, c'est juste. Souvent la fatigue vient des à côté du tour, de la pression aussi qu'on a, de rester placé en position et de l'énergie mentale qu'on perd là. Mais je l'ai vécu plutôt bien cette année et voilà, il reste encore plus de la moitié du Tour de France. Tu as dit un mot sur la force de frappe de Jumbo, on voit que Koust a passé au classement général. Est-ce que c'est, je sais pas, l'équipier d'un leader le plus fort que tu aies connu, plus que Porte à l'époque? En tout cas, c'est impressionnant ce qu'il fait. J'ai discuté avec lui parce qu'il a fait le Giro aussi et il me disait qu'il se sentait, que ça roulait plus vite ici dans l'ascension, mais qu'il se sentait aussi, au moins aussi fort, plus fort que le Giro, mais c'est vrai que il est vraiment impressionnant le travail de sap qu'il peut faire sur ce créneau de 5-10 minutes avant que son leader attaque. Voilà, ça met juste tous les prétendants au podium à couvrir la complète limite, quoi. Romain Christian Prudhomme me disait hier que quand ces équipes sont revenues à la préparation de ce Tour de France, ils m'ont dit que l'étape de demain, quand tu gagnais à l'histoire, c'était la plus belle. Ce Tour de France, est-ce que tu confirmes? Ouais, l'une des plus belles. En tout cas, moi, on sera après Besse, un long moment sur les plateaux de ses alliés, et c'est un endroit favori pour rouler, pour railler le Cantal, parce que c'est des routes un peu d'un autre temps. Voilà, on croise personne, il y a des anciens foyers de ski de fond, on passe, les routes sont pas larges, ça fait des paysages un peu de steppe, c'est vraiment magnifique. En début d'étape, on est plus sur mes vraies routes d'entraînement qu'on se tourne autour de Clermont. On monte la fameuse Croix Saint-Robert et après avoir passé Besse, c'est vrai que on va montrer les magnifiques facettes de l'Auvergne. Voilà, c'est de ces alliés qui sont l'un des endroits les plus préservés et les plus sympas pour rouler. D'habitude, il y a énormément de chutes sur le Tour de France, notamment en première semaine, beaucoup de tensions. À part Nogaro, pour l'instant, il y en a eu peu. Est-ce que tu as une explication à ça? C'est vrai que je pense que c'est une bonne leçon à retenir du parcours cette année en mettant des difficultés tôt dans la course, des étapes dures. Non seulement ça fatigue un petit peu les organismes, et puis aussi ça crée une certaine hiérarchie sur les coureurs qui se portent à l'avant pour se battre pour les positions. Et quand c'est un sprint, 188 coureurs sont concernés quasiment, les 180. Quand c'est l'étape plus difficile, déjà il y a une certaine hiérarchie qui se met en place et je pense que ça rend la course plus fluide. Demain, tu penses que la bonne échappée peut se faire dès la Moreno ou un petit peu plus loin? Ouais, c'est impossible à dire. Mais Moreno ou Guéry, à moins que Treg veuille un sprint avec Pedersen, parce que Pedersen peut passer ce parcours, mais quand il roule toute la journée, ils ont déjà gagné sur ce tour. Donc non, pour moi il y a 80% de chance sur l'échappée demain et que ça parte d'ici Peter ou Guéry. Ça va être une très très grosse bataille pour prendre cette échappée. C'est une grosse bataille, ouais. Parce que les routes sont larges, les pourcentages ne sont pas hyper importants. Donc il va y avoir des coureurs, des baroudeurs, rouleurs qui vont vouloir se glisser dedans aussi parce que finalement il y aura un insurmontable pour eux. Et puis j'en connais un qui va être aussi motivé, Rémi. Donc voilà, c'est des coureurs quand ils mettent en route sur le plat, il faut vraiment serrer les cales pieds. Et connaître le parcours comme toi par cœur, c'est un avantage pour savoir où en mettre une ou... Ouais, c'est à double tranchant parce que honnêtement la difficulté de prendre l'échappée droit sur le tour, c'est qu'il faut justement plus tu réfléchis et dire ça va se faire à ce moment-là et moins tu as de chance d'être dans l'échappée parce que c'est un effort tellement soutenu pour intégrer cette échappée-là qu'il ne faut pas trop réfléchir, mais plus dans le placement et dans l'approche des moments clés forcément de connaître le parcours, ça aide.
Guy Berthaud, donc on est à Clermont-Ferrand pour la première journée de repos du Tour de France 2023. Tu es directeur sportif de l'équipe DSM Firmenich. Première question, tu es arrivé cette année. Pourquoi intégrer qu'est-ce qui t'a motivé dans le projet? C'est une équipe que je connais depuis l'origine, puisque en 2011 elle s'appelait Skill Shimano, toute petite équipe. Et nous avons grandi aussi pour gravir un peu tous les échelons, pour devenir géant Shimano notamment et passer dans le Pro Tour. Donc j'ai aussi, c'était sur 5 années, oui, si je me rappelle bien, sur 5 années. Donc ensuite en 2016 j'ai intégré une équipe française de Cofidis et de nouveau cette année avec une équipe que je connais bien, qui a beaucoup évolué encore. Et voilà, l'aventure est repartie pour de nouveau être directeur sportif avec d'autres responsabilités aussi, plus le management par rapport au staff. Alors ce Tour de France 2023, cette première semaine, quel bilan tu en tires? On avait on a toujours deux objectifs, c'est une victoire d'étape. On a essayé la première semaine avec Sam Welsford, qui était notre sprinter. Ça n'a pas fonctionné, elle a fait 5e on a fait 5e avec Nice, on était un petit peu dans le jeu, mais pas vraiment à la formation à pouvoir aussi jouer tout pour le sprint, puisque nous avons notre deuxième objectif évidemment, c'est avec Romain Bardet pour le général. Donc, pour l'instant Romain se situe toujours dans le top 10, après c'est arrivé au Puy-de-Dôme. Le tour est encore long, donc on va voir comment tout ça, comment Romain se comporte aussi, s'il reste constant. Je pense que ça peut être atteignable le top 10. Bon, justement, Romain qui est dans le top 10, il a quand même maintenant une petite marge de manœuvre, au moins pour viser quelques étapes. Quelles étapes vous voyez avec Romain déjà pour la suite? Après, marge de manœuvre, oui et non. Parce qu'un top 10 sur le Tour de France, ça se défend, toutes les équipes défendent. Donc Romain, s'il a vraiment une fenêtre d'ouverture, comme on dit, c'est vraiment dans le final aussi avec les costauds. On ne le laissera jamais partir comme hier sur une échappée qui va prendre 10 minutes. Ça peut relancer dans le jeu. Donc il faut qu'il soit malgré tout top de sa forme et jouer aussi avec les cadors. Mais dans un final, notamment, on regardera les podiums, regarderont le podium et après, s'il arrive un peu à ouvrir la brèche, comme on dit, c'est vrai qu'il peut avoir une petite ouverture. Mais laquelle, c'est difficile à dire. Et justement, en général, comment la suite du tour s'entrevoit avec l'équipe? Est-ce qu'il y a des étapes particulières qui peuvent être visées avec d'autres coureurs, lesquelles Oui, il y a des étapes après par la suite, un peu de transition, comme ça s'est passé hier au Puy-de-Dôme, c'était une étape mythique. On savait que c'était difficile à contrôler ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont laissé partir. Là, oui, voilà. Est-ce que vous y attendiez d'ailleurs? Est-ce qu'ils laissent partir comme ça? Oui. Ah oui, c'était pour moi le scénario le plus possible. Il n'y avait que deux équipes qui pouvaient contrôler pour une ascension finale, c'était Jumbo et UAE. Les autres équipes qui ont raté l'échappée, entre guillemets, si elles s'étaient mis à rouler, pour arriver, je pense qu'aucun des coureurs en ce moment peut battre Vingegaard ou Tadej Pogačar à la pédale. Donc c'était beaucoup d'efforts pour rien. Oui. Donc c'est pour ça que le scénario était pour moi le plus possible. Alors justement, qui de Pogačar, parce qu'il y a eux, et puis après il y a les autres derrière. Oui. Qui de Pogačar ou Vingegaard vous voyez gagner? Selon vous? Pour l'instant, personne d'autre, c'est clair. Et parmi les deux, lequel des deux? Là, il y a vraiment une indécision. On a vu qu'à un moment, c'est Vingegaard qui a pris une petite option au début du tour. Là, Tadej Pogačar remet un petit peu, grappille un petit peu, et il n'est pas en perdition. Et voilà, tout est encore possible entre les deux. Cette montée du Puy-de-Dôme, il y a eu du monde jusqu'aux 4 derniers kilomètres avant l'arrivée. Jacques, qu'est-ce que ça fait de voir autant de monde dans ce Puy-de-Dôme 35 ans, je crois, après la première venue, ou 30 ans après la première venue dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce que ça fait de voir autant de monde dans ce Puy-de-Dôme, et qu'est-ce que ça fait de voir plus personne d'un seul coup, quoi? Eh bien, moi j'étais en voiture 2, donc je n'ai pas pu monter aussi au Puy-de-Dôme. Donc je me suis arrêté au parking qui était vraiment à 4 km de l'arrivée.
J'ai pas eu le privilège de monter en voiture. Il n'y a qu'une voiture de directeur sportif autorisée. Donc c'était mes collègues Matt et Phil qui ont suivi Romain. Mais le monde avant, c'était incroyable. Vraiment, il fallait faire attention au public parce que il y avait vraiment un engouement incroyable derrière les coureurs. Donc c'est la magie du Tour, hein, tout simplement. Il y a des étapes dantesques comme ça. Et c'est très bien. On voit que ça ne faiblit pas et qu'on voit toutes les générations sur le bord de la route. Il n'y a que le Tour où il y a ce public si proche des athlètes. Et c'est quelque chose d'incroyable. Justement, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait personne pour mettre. Parce que le Tour est populaire. Quand il n'y a plus personne, quand on n'autorise pas des gens à se mettre sur le bord de la route, ça rend le Tour moins populaire. Comment vous analysez la chose? Le fait qu'il n'y ait plus personne donc, dans les 4 derniers kilomètres, ça rend le Tour un peu moins populaire finalement. Est-ce que, bon après c'est pour des questions aussi écologiques, ce qui est normal, et puis pour des questions aussi de rétrécissement de route pour éviter. Voilà. Mais est-ce que c'est, faudrait faire toutes les étapes en tout cas on est arrivé au sommet ou pas? Voilà, c'est la question. Non, c'était des circonstances très précises pour avoir l'autorisation pour monter au Puy-de-Dôme. Il y avait quelques exigences et il y a eu un compromis de trouver. Et je pense que non, ça ne va pas du tout entamer la ferveur du Tour de France. Non, c'était vraiment une volonté de Christian Prudhomme. Il se battait depuis quelques années déjà pour avoir accès à cette arrivée mythique. Donc non, il y a toujours des arrivées un petit peu parfois techniques, où la route est très étroite. Et, il y a des passages où on contrôle le public, sinon il peut y avoir un arrêt total de la course aussi. Donc non, je pense pas que ça implique quoi que ce soit. Le programme de l'équipe, comme ça sur une journée de repos, comment ça se passe? Quel programme sur une... Tout simplement, il y a un entraînement matinal qui est tranquille, on va dire, un peu avec une petite pause, café pour les coureurs, prendre vraiment du plaisir, sortir de l'hôtel, être toujours dans sa chambre, prendre l'air. C'est important aussi qu'on tourne un petit peu les jambes, comme on dit. Ça fait bizarre d'un seul coup de s'arrêter, de rien faire. Donc on dit c'est une petite sortie pour faire tourner les jambes de décrassage, on dit dans le jargon cycliste.